On doit toujours justifier l'utilisation du modèle animal. S'il existe une méthode substitutive, on est obligé d'appliquer cette méthode. Par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas encore, peut-être qu'on arrivera un jour, à modéliser. Il faut savoir que la biologie, elle fait appel à des systèmes très complexes avec des organes qui interagissent entre eux. Et c'est extrêmement compliqué, par exemple, de modéliser le système cardiovasculaire ou de modéliser, par exemple, un modèle de dépression ou de maladie psychiatrique. La directive de 86, ça a été donc la première loi en France qui a donc régulé l'expérimentation animale. Donc c'est celle qui a notamment rendu obligatoire des formations pour les chercheurs, les techniciens, les zootechniciens qui travaillent au contact de l'animal. Formation sur l'éthique, sur la prise en charge de la douleur, du stress. C'est une réglementation aussi sur les modes d'hébergement des animaux, le fait que les établissements soient inspectés par les services vétérinaires. Cette réglementation a été remplacée donc, par la directive de 2010. Dans les grandes nouveautés de cette directive de 2010, on a en particulier l'autorisation préalable des projets scientifiques, c'est-à-dire que chaque projet qui utilise un animal doit être autorisé par le ministère de la Recherche suite à une évaluation par un comité d'éthique. Et donc, on ne peut pas démarrer un projet sans que celui-ci soit autorisé. Et dans ce projet, on doit toujours justifier en quoi on applique la règle des 3 R, c'est-à-dire comment on réduit le nombre d'animaux, en quoi on a remplacé le modèle animal par un modèle non animal quand il était possible de le faire, ou remplacer une espèce très sensible par une espèce moins sensible. Par exemple, travailler sur le poisson plutôt que de travailler sur un mammifère. Et puis les techniques de raffinement, c'est-à-dire comment améliorer les conditions d'hébergement des animaux, comment améliorer la prise en charge, en particulier de la douleur, du stress de l'animal, en enrichissant le milieu de l'animal par exemple, ou en développant des méthodes moins invasives comme les techniques d'imagerie, par exemple l'IRM, l'échographie, etc. Alors, si on décline tous les secteurs où on utilise des animaux de laboratoire, c'est-à-dire la recherche fondamentale, la recherche biomédicale, donc le développement de médicaments, les essais de sécurité des médicaments, les animaux utilisés dans le cadre de l'enseignement supérieur, on arrive à environ 2,2 millions d'animaux utilisés en France par an, sachant que sur ces 2,2 millions, on a environ 80% de rongeurs et on a 15% d'animaux à sang froid, donc poissons, amphibiens, on a 5% d'oiseaux, et en ce qui concerne les espèces les plus sensibles, carnivores, primates, on est à 0,2% de chiens, chats, furets, et moins de 0,1% pour les primates non humains. Alors si on ramène ça en fait au nombre d'animaux utilisés par habitant pour toute une vie, en fait cela reviendrait à ce que pour une personne, pour toute sa vie, il utilise une souris et demie et la moitié d'un rat. Dans mon cas, les recherches sont des recherches de neurosciences cognitives où on étudie les fonctions les plus complexes. C'est aussi pour ça qu'on a besoin, de façon incontournable, du primate non humain, du singe macaque plus exactement, parce que c'est le seul qui se rapproche de nous dans des fonctions comme l'attention, la vision et la vie sociale, par exemple, que j'étudie. Il y a une organisation du cerveau qui est vraiment spécifique aux primates, qui est qu'on a une grande partie de notre cerveau qui est totalement dédiée à la vision. Le rat s'en sert peu, le rat il utilise son odorat et sa somesthésie, ses moustaches. Nous avons la particularité d'avoir une main avec laquelle on explore le monde, ce qui n'est pas le cas des rongeurs ou des carnivores qui ont une gueule pour explorer le monde. Nous, on a cette main qui explore le monde et l'œil. Et l'œil guide la main et la main guide l'œil. Et on a une grande partie de notre cerveau de primate qui est dédiée à ces deux manières d'explorer le monde. Donc, quand on veut modéliser des fonctions qui relèvent de la vision, c'est avec le macaque qu'on a compris comment la vision est organisée dans le cerveau. Ça a donné les prix Nobel de Hubel et Wiesel, par exemple, sur la perception, sur la mémoire, sur l'attention. Tout ça, ce sont des circuits qui sont uniques aux primates. Et il y a les fonctions les plus compliquées, la cognition, et je pense que le plus compliqué, c'est la vie sociale. Et c'est les seuls animaux qui ont une vie sociale riche, comme nous, complexe. L'exemple vraiment le plus marquant, c'est celui de la maladie de Parkinson,
et de ce traitement chirurgical qui s'est développé dans les dernières années, qui est la stimulation cérébrale profonde d'un noyau qui s'appelle le noyau sous-thalamique. Et ça, c'est vraiment une avancée française en plus, où il y a eu un passage direct de l'expérimentation animale chez le singe à l'implémentation chez l'homme. Il y a d'autres recherches chez le primate humain qui ont un transfert moins immédiat. J'ai participé autrefois, pendant mon postdoctorat, à des recherches sur les bases neuronales de la mémoire. On a réussi à identifier une petite région grâce au travail chez le singe qui s'appelle le cortex rénal, dont on a montré que c'était une région importante pour la mémoire. Et là, quand on fait aujourd'hui des chirurgies chez les patients épileptiques, on va faire attention à préserver cette région. Parce que même si on est obligé de faire une lésion, on va essayer de préserver pour pas qu'il y ait de déficit de mémoire chez les patients, par exemple. Et on a vu aussi que chez les malades d'Alzheimer, c'est cette petite région-là qu'on a identifiée chez le singe qui est touchée la première dans la maladie. C'est la première au tout début des symptômes. Et on a pu aussi utiliser, des neuropsychologues en France utilisent des tests qu'on a élaborés chez le singe, donc qui sont non-verbaux, on peut les donner à des gens même déjà qui ont un certain handicap cognitif, et on détecte très tôt les signes d'Alzheimer et les malades qui ont une chance d'évoluer vers Alzheimer, avec la tâche que j'ai développée chez le singe, par exemple. On voit dans certains pays comme l'Italie, par exemple, des laboratoires qui ont été obligés de fermer suite à la pression de l'opinion publique. On a une pétition qui a été déposée au Parlement européen et qui demande à interdire purement et simplement la recherche sur le modèle animal. Donc c'est vrai qu'il y a quand même en Europe et donc en France des mouvements, des courants qui s'opposent et qui mettent en danger en fait la recherche, et en particulier la recherche sur le modèle animal. Ça n'est pas un handicap dans la recherche, c'est, je pense, un handicap dans la manière dont on la vit, et que c'est une agression renouvelée et systématique avec laquelle il faut apprendre à vivre. C'est bien d'un côté parce que ça impose des questionnements et de toujours se poser la question de pourquoi on fait ce que l'on fait, est-ce qu'on considère que ça apporte quelque chose à la société. Mais je suis quand même assez inquiète de cette médiatisation et propagande et manipulation d'informations qui se fait assez impunément aujourd'hui.